Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble l'apiculture de la Corée du Sud et on va voir qu'il y a énormément de choses très intéressantes à observer et je vais développer ça tout au long de la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Corée, l'abeille utilisée est Apis mellifera et non pas Apis cerana, l'abeille asiatique, car elle a été décimée par une maladie au cours du XXe siècle et depuis environ 90% des abeilles utilisées sont de l'Apis mellifera. Il y a une distinction qui est faite entre le miel récolté sur les abeilles Apis cerana et Apis mellifera. Le miel qui est récolté sur Apis cerana a une appellation particulière et il est récolté à la fin de l'automne dans des quantités assez restreintes. Ce qui caractérise l'apiculture en Corée du Sud, c'est sa dépendance à l'acacia qui représente, selon les articles et les différents journalistes, entre 60 et 80% de la mielée coréenne. Et le problème, il y a même plusieurs problèmes, c'est que d'une part, les plantations d'acacia qui sont présentes en Corée du Sud ont été plantées essentiellement dans les années 70 et de fait, les acacias ont maintenant entre 40 et 50 ans et ils entrent dans une période de sénescence, de vieillissement avancé et donc ils fleurissent beaucoup moins. Il y a aussi des maladies, il y en a certains qui meurent au bout de 30 ans et il y a également le fait qu'il y a de la coupe d'acacia sauvage, entre guillemets, qui n'est pas autorisé. Et tout ça mis bout à bout, en fait, les surfaces en acacia sont passées de 320 000 hectares en 1980 à plus que 36 000 en 2020. Un autre problème rencontré avec l'acacia, c'est celui du réchauffement climatique. Et donc, traditionnellement, l'apiculture coréenne était basée sur la transhumance, avec une saison de l'acacia qui était relativement longue et durait plus d'un mois. Elle commençait d'abord au sud, pour se finir au nord du pays, qui est plus continental, tandis que le sud du pays a un climat subtropical. Et donc, tandis qu'en 2007, la saison de l'acacia commençait le 8 mai au sud, puis le 2 juin au nord du pays, en 2017, 10 ans plus tard, il n'y avait plus que 2 jours d'écart entre le début de la floraison de l'acacia au sud du pays qui avait lieu le 12 mai et donc au nord le 14 mai. De fait, donc, les sylviculteurs et l'Institut des forêts coréennes fait beaucoup de recherches sur les variétés d'acacia à floraison tardive et utilisent notamment des cultivars des sélections hongroises en fait. J'en profite pour dire d'ailleurs que si vous cherchez des acacias tardifs, j'en vends sur mon site internet pépinièredutescou.fr. Du coup, on s'aperçoit que l'apiculture coréenne est dans une situation de crise car tout simplement il n'y a plus d'acacias et la floraison de ces acacias restants s'échelonne sur une période beaucoup plus courte. Ils ont dû faire des recherches pour trouver des espèces d'arbres alternatives et il y en a en Corée et aux alentours et leur choix s'est porté sur plusieurs espèces, notamment une espèce indigène, le châtaignier crénelé, qui est un châtaignier propre à l'Asie de l'Est, l'arbre à miel et l'arbre au raisin qui s'appelle Ovenia dulcis en latin. Ce qui est intéressant, étant donné qu'on est en Corée, c'est que toutes les plantes que je vais citer dans cette vidéo, en fait, ont un intérêt mellifère, mais eux, en plus de ça, ils leur trouvent des intérêts médicinaux. Et c'est assez affolant, tous les usages qu'ils font avec les arbres et arbustes dont je vais parler. Et donc il y a un projet en Corée de plantation massive d'arbres à miel, car l'arbre à miel est un arbre polyvalent qui permet d'obtenir un bois intéressant, qui est très mellifère, qui est l'arbre le plus mellifère selon eux, car il a un potentiel de production à minima 2 fois supérieur à celui de l'acacia. Et l'on produit également de l'huile avec ces graines. Cette huile était utilisée autrefois
pour l'éclairage, et elle a aussi énormément de propriétés médicinales car elle est composée essentiellement d'acides gras insaturés et permettrait, selon les recherches coréennes, de guérir la stéatose hépatique et le diabète, entre autres. Donc dans le projet de replantation de forêt de la Corée du Sud, il est mentionné qu'il va être planté, qu'il est déjà planté actuellement, plus de 20% d'arbres à miel parmi les diverses espèces qui sont plantées. Donc c'est un chiffre assez impressionnant. Et ce qui est impressionnant, tout simplement, en Corée du Sud, c'est à quel point le service des forêts prend en compte la vocation mellifère des forêts, ce qui n'a rien à voir en fait avec notre cas en France où les forêts, clairement, on ne pense qu'à la production de bois. Et on pourrait se dire, les assauts de plantation de haies, peut-être qu'elles pensent un peu plus à l'apiculture, mais pas du tout, car en France, il y a un lobby, si je puis dire, qui est très axé sur tout ce qui est végétaux locaux, et pour qui le critère prioritaire lors d'une plantation de haies est la plantation de végétaux locaux, sauf que nos végétaux fleurissent tous en même temps, ils fleurissent plus ou moins tous au printemps, et donc par la suite on a un énorme creux de floraison en été, ce qui est bien dommage de ne pas prendre exemple sur la mentalité coréenne, qui sait, ça changera peut-être plus tard, parce que vraiment ils ont une vision globale qui est hyper intéressante. En fait c'est simple, en France il n'y a aucun organisme lié à la gestion du paysage qui ne prenne en compte les apiculteurs. Voilà, ils sont mis de côté, tout simplement. Ils sont ostracisés. C'est un peu malheureux, mais bon, c'est la situation actuelle en France. Donc en Corée, il y a énormément de projets pilotes, entre guillemets, de plantations agroforestières à vocation mellifère, et il y a vraiment des projets magnifiques, quoi. Par exemple, notamment, j'ai trouvé une parcelle d'arbres à raisin, donc Ovenia dulcis, qui est censé avoir un potentiel mellifère légèrement inférieur à celui de l'arbre à miel, mais quand même supérieur à celui de l'acacia, qui est en fait en gros le deuxième arbre mellifère, toutes catégories confondues. Et donc je suis tombé sur un projet pilote d'une parcelle de 6,6 hectares d'arbres à raisin, tout simplement, pour faire du miel. Donc l'arbre à miel, sa floraison est assez échelonnée en fonction des plants, car il y a beaucoup de diversité génétique. Il fleurit de début juillet à la mi-août dans le sud de la France, tandis que dans le nord, il peut fleurir, disons, mi-juillet jusqu'à début septembre. Donc c'est une floraison très échelonnée, très intéressante. Et l'arbre au raisin, lui, il fleurit un peu plus tôt, en tout cas sur les calendriers de floraison coréens, il est mentionné qu'il fleurit fin juin, début juillet. Je suis également tombé sur un pépiniériste qui est un spécialiste de l'Heptacodium myconioides. L'Heptacodium, c'est un arbuste que je vends sur ma pépinière, qui est très intéressant car très rustique et qui fleurit tard en saison, qui fleurit de la fin août à la fin septembre. Donc il est très intéressant pour la nutrition tardive des abeilles. Et donc, en fait, ce pépiniériste, c'est un pépiniériste plus ou moins pionnier. Il y en a un autre en Corée. Ils sont deux. Et donc ce pépiniériste, en fait, il nous explique que l'Heptacodium, dans son habitat d'origine, en Chine, il est en voie d'extinction. Et finalement, il fait fortune en fournissant la Chine en Heptacodium, parce qu'ils en sont complètement dépourvus. Et il en fournit aussi énormément aux villes coréennes, qui, toujours pareil, dans cette vocation de planter des arbres à fin multiples. L'Heptacodium est beau, il fleurit longtemps, il fleurit en été, une période où il n'y a pas beaucoup d'abeilles, et donc les Coréens, logiquement, se sont dit c'est un arbuste sympa, en plus de ça il est très rustique, donc on va le planter en ville, et ils en plantent énormément, donc à Séoul entre autres. Dans la vidéo, il parlait d'un chiffre d'Heptacodium qu'il vend à Séoul, et c'était impressionnant, de même que la Chine en fait. Je crois que tous les arbres, il les a même pas produits, qu'il les a déjà vendus. Il explique aussi, coréen oblige, qu'il a posé des brevets pour des utilisations médicinales de l'Heptacodium. Il aurait notamment découvert des propriétés anti-inflammatoires. Et j'ai vu dans une autre vidéo que les sommités
des tiges étaient récoltées pour faire une sorte de tisane qui apparemment coûterait très cher. Un autre arbre mellifère présent en Corée, c'est le Calopanax, qui est un arbre de la famille du lierre. Alors selon eux, il n'a pas un potentiel mellifère très important, mais lorsque je me suis baladé sur Street View en Corée, c'est un arbre que j'ai vu assez fréquemment, qui est assez présent sur le territoire, et il y a un fermier à l'ouest du pays qui produit exclusivement des Calopanax, toujours pareil, comme l'Heptacodium, pour vendre les pousses, les sommités en fait. Il en produit 70% du total consommé dans le pays, et donc il en produit 150 tonnes par an. Donc voilà, ici ce Coréen, elle l'utilise pour à des fins alimentaires et médicinales, mais c'est également un arbre mellifère. J'ai aussi trouvé un apiculteur qui serait apparemment un des seuls à produire du miel pur de cornouiller officinal. Donc le cornouiller officinal, c'est un cousin asiatique du cornouiller mâle qui fleurit à la même période, qui fleurit en février, début mars, qui est donc intéressant pour la nutrition précoce des abeilles, et donc cet apiculteur se targue de produire un miel pur de cornouiller officinal. Les Coréens ont également étudié le potentiel mellifère du marronnier. Chez eux, il ne s'agit pas du marronnier d'Inde, mais d'un cousin du marronnier qui s'appelle en latin Aesculus turbinata. Et donc il y a une expérience coréenne qui fait lieu d'une récolte sur un arbre adulte de 800 grammes de miel. Et en extrapolant, compte tenu des dimensions de l'arbre, il serait possible d'avoir 80 arbres hectares, ce qui donnerait 64 kg de miel. Donc les Coréens ont relativement confiance dans le potentiel mellifère du marronnier, car ils estiment que le potentiel du mellifère du marronnier, en partant de cette expérience, serait 1,7 fois supérieur à celui de l'acacia, qui, toujours selon eux, produirait 38 kg de miel par hectare. Un autre cousin du lierre qui est très intéressant et fortement présent en Corée, c'est l'Aralia elata, que l'on appelle aussi angélique en arbre. Et là, je n'ai pas trouvé mention de cet arbre dans la bibliographie de l'Office des forêts. En revanche, je suis tombé sur plusieurs vidéos qui étaient assez évocatrices. Je suis même tombé sur une vidéo ASMR d'abeilles butinant un Aralia elata. Et c'est vrai que quand on voit le rendu en vidéo, c'est assez impressionnant. Pour finir, donc, je vais maintenant énoncer quelques espèces plus marginales, mais tout de même présentes en Corée. Il y a le Vitex negundo, qui est tout simplement le gâtillier asiatique, le cousin de notre gâtillier à nous. Il y a également le sumac de Chine, qui fleurit en automne, et une autre espèce de sumac que je n'ai pas réussi à identifier. Là encore, l'Office des forêts n'a pas fait de recherche là-dessus, alors que pour moi, personnellement, j'estime que les sumacs sont des plantes à fort potentiel, enfin bon. Ils ont également le faux indigo, Amorpha fruticosa, qui est une plante américaine, très mellifère et présente chez eux. Un autre arbre qui s'appelle le Lindera obtusifolia, et qui ressemble à s'y méprendre au cornouiller mâle, et qui fleurit à la même période. On trouve aussi de l'élante qui n'est pas non plus mentionné, mais qui est présent disséminés par-ci par-là dans la campagne. On peut en voir un peu partout, sans qu'ils constituent des peuplements importants comme en France. On voit maximum 10 plants par-ci par-là, quoi. Il est intégré dans les forêts et fait partie du mix d'espèces sans avoir le comportement que l'on peut observer en France. Je suis également tombé sur un apiculteur youtubeur coréen assez célèbre, puisqu'il a la modique somme d'1 million d'abonnés. Et je suis tombé sur une vidéo où il explique comment faire du faux miel chinois. Donc ils ont le même problème que nous, les Coréens, ils sont envahis par du putain de miel chinois frauduleux. Et puis la dernière espèce dont il sera question dans cette vidéo, c'est le lierre japonais, Hedera rhombea,
qui est très intéressant selon les Coréens car il pourrait permettre de produire 300 kg de miel à l'hectare. D'autant plus intéressant que sa floraison est très échelonnée. Et donc en Corée comme chez nous, le lierre constitue la ressource fondamentale pour les ruches afin de passer l'hiver. Donc maintenant, le petit cadeau pour la fin, je suis tombé sur un petit graphique de l'Office des forêts qui détermine le potentiel mellifère de chaque espèce. Donc j'ai fait une traduction partielle, ce qui donne les mentions suivantes. Donc je vais partir de la droite du graphique, de l'automne. Donc la grande courbe, là, la grosse montagne rouge que l'on voit, c'est le lierre du Japon, qui est estimé à 300 kg/hectare. Suit à gauche l'heptacodium, qui est donné pour 50 kg de miel à l'hectare. Je n'ai pas pu déchiffrer quelle était l'espèce sur la petite courbe verte. En revanche, la grande courbe bleue claire, c'est l'arbre à miel, qui est à 400 kg de miel, 400 kg, oui, de miel hectare. Ensuite vient le Calopanax, à 25 kg hectare. Le savonnier, à 25 kg hectare également. L'arbre au raisin, Ovenia dulcis, à 300 kg hectare. Le tilleul, à 100 kg hectare. Et ensuite, j'ai beaucoup de doutes, j'ai pas tout traduit, mais il me semble que la plante juste à gauche du tilleul, la toute petite courbe que l'on voit mal en vert foncé, ce serait l'Acanthopanax, qui est un cousin du lierre. Et puis la petite courbe jaune à gauche de la date 20 mai, c'est le marronnier d'Inde qui est estimé à 50 kg hectare. Donc ce graphique est très intéressant car c'est la première fois à ma connaissance qu'il est mention du potentiel mellifère de pas mal d'espèces que je multiplie. Et donc c'est très intéressant. On peut voir que l'heptacodium n'a pas un potentiel énorme. Néanmoins, il est très bien placé, donc c'est toujours intéressant d'en planter. Mais c'est pas si étonnant que ça, parce que lorsqu'il est planté de façon isolée, il n'attire pas forcément les abeilles, ce qui n'est pas le cas du lierre, ce qui n'est pas le cas de l'arbre à miel. On voit aussi qu'ils ont mentionné le savonnier comme étant une plante faiblement mellifère, ce qui correspond à mes observations, car le savonnier n'attire pas énormément les abeilles. Et donc voilà, tout simplement on tombe d'accord, et donc je pense que c'est une documentation assez fiable, d'autant plus que ils ont beaucoup plus l'occasion que nous d'observer ces plantes-ci, et donc beaucoup plus de chances d'être pertinents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal d'infos, moi en tout cas ça m'a régalé de faire toutes ces découvertes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, pour découvrir l'apiculture de d'autres pays, tout simplement. Allez, à plus!